Bonjour chers élèves, dans cette vidéo on va étudier la structure et l'ultrastructure du muscle squelettique strié et le mécanisme de la contraction musculaire. Donc on commence par la structure et l'ultrastructure du muscle. Alors comme vous savez, le muscle il est constitué par un tendon qui le relie aux os, c'est pour cela qu'on a dit c'est un muscle squelettique et il est formé par un ventre dans lequel on trouve plusieurs fibres musculaires qui sont réunies sous forme de faisceaux de feu musculaires par un tissu conjonctif. Au niveau du muscle, on trouve des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire des artères et des veines et des nerfs qui vont innerver ce muscle pour qu'il soit excité et se contracte. Alors maintenant, deux points majeurs qu'on doit noter. L'unité motrice et la plaque motrice. Alors pour l'unité motrice, elle est constituée par une fibre nerveuse, c'est-à-dire une cellule nerveuse, et l'ensemble des fibres musculaires qu'elle innerve. Alors que la plaque motrice, ou ce qu'on appelle la zone de jonction neuromusculaire, c'est la partie où la fibre musculaire entre en contact avec la fibre musculaire. Donc c'est la jonction neuromusculaire à travers laquelle passe l'influx nerveux. Alors maintenant, la structure de la fibre musculaire. Donc la fibre musculaire, c'est une cellule qui est géante de forme cylindrique. Elle possède plusieurs noyaux qui sont disposés à la périphérie de la cellule. Elle est délimitée par une membrane, ce qu'on appelle le sarcolème, et elle présente des striations horizontales. Elle présente une alternance de bandes sombres et de bandes claires. Les bandes claires sont appelées des bandes I ou isopaques, c'est-à-dire ils laissent passer la lumière, alors que les bandes sombres sont appelées des bandes A ou ce qu'on appelle anisopaques, qui ne laissent pas passer la lumière. D'où l'appellation du muscle strié. Bon, son cytoplasme, il est riche, appelé aussi le sarcoplasme, il est riche en glycogène, c'est-à-dire la réserve en glucose, et il est riche en myoglobine, c'est une protéine qui fixe l'oxygène et donne au muscle sa couleur rougeâtre. Donc la couleur rougeâtre du muscle et des cellules musculaires sont dues à la présence des myoglobines qui fixent l'oxygène. Maintenant, si je pars à l'ultrastructure de la fibre musculaire, c'est-à-dire si on observe la fibre musculaire avec le microscope électronique. Donc voici notre fibre musculaire. On a dit une cellule qui est géante et possède plusieurs noyaux. À l'intérieur de cette cellule, on trouve des myofibrilles. D'accord? Et la juste position de ces myofibrilles donne à la cellule musculaire sa striation longitudinale en plus de la striation horizontale de l'alternance de bandes sombres et de bandes claires. Alors, le membrane cytoplasmique s'appelle le sarcolème, le cytoplasme s'appelle le sarcoplasme. Et ces myofibrilles, on les trouve au milieu de la fibre musculaire. C'est pour cela que les noyaux sont à l'extrémité et collés à la membrane cytoplasmique qui entre en contact avec la fibre nerveuse pour transmettre l'influx nerveux à la fibre musculaire qui va être excitée et par suite il se contracte. Mais réellement, ce sont les myofibrilles qui vont se contracter à l'intérieur de la fibre musculaire. Alors, ces myofibrilles qu'on trouve à l'intérieur des fibres musculaires. Alors, voici les myofibrilles. Alors, voici les myofibrilles. D'accord? Ben, ils sont entourés par un ensemble de canaux, ce qu'on appelle le réticulum sarcoplasmique et qui est riche en calcium. C'est un réservoir de calcium, c'est comme ça. Donc, voici les myofibrilles. D'accord? Et là, vous aviez le réticulum sarcoplasmique qui entoure toutes les myofibrilles et qui est responsable de la libération du calcium qui entraîne la contraction de la myofibrille. Mais si on observe la membrane cytoplasmique de la cellule musculaire, ben, elle est très loin de le réticulum sarcoplasmique. Normalement, la fibre nerveuse, une fois elle excite la fibre musculaire, l'influx nerveux passe au niveau de la membrane cytoplasmique et pour que l'excitation arrive au niveau du réticulum sarcoplasmique, la membrane cytoplasmique, elle se clive à l'intérieur de la cellule musculaire et par suite, il nous donne ce qu'on appelle des tubules transverses. C'est pour arriver jusqu'au réticulum sarcoplasmique pour l'exciter et pour qu'il puisse libérer le calcium pour que le muscle se contracte. Donc, voici le sarcolème, c'est la membrane cytoplasmique, et ce sont les tubules transverses qui pénètrent à l'intérieur de la cellule musculaire et arrivent jusqu'au réticulum sarcoplasmique pour qu'il
l'excite et pour qu'il libère le calcium. Donc nous avons ici notre membrane cytoplasmique, c'est le sarcolemme, et ici la fibre nerveuse. Ce qui est en bleu, c'est le réticulum sarcoplasmique qui est riche en calcium. Maintenant, une fois la fibre musculaire est excitée, l'excitation passe de la membrane cytoplasmique vers la tubule transverse qui va la transmettre au réticulum sarcoplasmique pour qu'il libère le calcium. Donc, une fois le muscle est excité, il y a libération du calcium dans le sarcoplasme. Alors que lorsque le muscle revient à son état de relâchement, il n'y a plus de calcium dans le sarcoplasme. Le calcium il retourne vers le réticulum sarcoplasmique. C'est-à-dire que pendant la contraction, il y a libération du calcium du réticulum sarcoplasmique dans le sarcoplasme. Mais pendant le relâchement, notre calcium il pénètre à l'intérieur du réticulum sarcoplasmique. Alors, je retourne pour la myofibrie maintenant. Donc, nous avons dit que la fibre musculaire possède un sarcoplasme qui est riche en myofibrie qui représente les éléments contractuels. Elles sont de forme cylindrique et s'allongent parallèlement entre eux le long de la fibre musculaire, donnant à celle-ci sa striation longitudinale. Les myofibrilles sont entourées par des mitochondries et par un ensemble de canaux reliés entre eux appelés le réticulum sarcoplasmique qui représente un réservoir de calcium. De plus, le microscope montre que le sarcolemme présente des invaginations qui pénètrent profondément dans la fibre musculaire et forment le tubule transverse ou tubule T qui entre en contact avec le réticulum sarcoplasmique pour l'exciter. Alors maintenant, pour l'ultrastructure de la myofibrie. Donc la myofibrie, elle est formée par une succession de bandes claires et de bandes sombres. Au milieu de la bande claire, on trouve un trait noir appelé le strie Z. Donc si je prends la myofibrie, voilà une myofibrie, la deuxième myofibrie, troisième myofibrie. Alors ici, vous avez la bande sombre et ici, vous avez la bande claire. Bande claire, d'accord, et les bandes sombres. Alternance de bande claire, bande sombre. Maintenant, au milieu de la bande claire, on trouve la strie Z. Au milieu de la bande claire, on trouve la strie Z. Mais au niveau de la bande sombre, on trouve une petite zone qui est un peu claire. C'est ce qu'on appelle la zone H. Donc, il se trouve à l'intérieur de la bande, de la bande sombre. Maintenant, si on regarde la myofibrie avec une autre version, d'accord, elle est constituée par une succession de sarcomères. Alors, et le sarcomère commence depuis la strie Z vers la strie Z. D'accord? Ce sont les unités de notre myofibrie. Donc, on les appelle des sarcomères. Donc, le muscle est formé par des fibres musculaires. Les fibres musculaires sont formées par des myofibries. Et les myofibries sont formées par des sarcomères. Maintenant, chaque sarcomère, par quoi elle est constituée? Elle commence par la strie Z et se termine par la strie Z. Elle comporte une bande sombre encadrée par deux demi-bandes claires. D'accord? Et elle commence par la strie Z et se termine par la strie Z. Bande sombre à l'intérieur de laquelle on trouve la zone H. D'accord? Qui est un peu claire. Et encadrée par deux demi-bandes claires. Alors, si je prends notre sarcomère, elle commence par la strie Z, demi-bande claire et la bande sombre dans laquelle on trouve la zone H, un peu claire. Alors maintenant, pourquoi la bande claire, elle est claire et pourquoi la bande sombre, elle est sombre? Quelles sont les constitutions de la bande claire et la bande sombre? Et la zone H, qu'est-ce qu'on trouve? Normalement, il y a des myofilaments d'actine et des myofilaments de myosine. Les myofilaments d'actine, ce sont des myofilaments fins. Les myofilaments de myosine sont des myofilaments épais. Alors, à partir de la strie Z, on prend naissance les myofilaments d'actine qui descendent jusqu'à la zone H, mais ils ne pénètrent pas à la zone H. De même, la strie Z qui se trouve en bas, à partir duquel on a
des myofilaments d'actine, hein, qui montent jusqu'aux zones H, mais ne pénètrent pas dans la zone H. Alors c'est pour cela que la bande claire, elle est claire, car elle ne contient que les filaments d'actine. Alors que la bande sombre, pourquoi elle est sombre? Elle contient deux types de fibres, les myofilaments de myosine fin et les myofilaments épais de myosine. Donc, la bande sombre, elle est sombre car elle contient deux types de filaments, les filaments épais de myosine et les filaments fins d'actine. Alors que la zone H, pourquoi elle est un peu claire? Car elle ne contient que les filaments de myosine. Alors que la bande sombre contient des filaments de myosine et des filaments d'actine. Autre notion, la longueur de la bande sombre est égale à la longueur des myofilaments de myosine. Donc, طول ديال الفيلامون de myosine هو الطول de la bande autant de la bande sombre. Voilà. Alors, définition maintenant du sarcomère. Donc, le sarcomère, c'est l'unité structurelle. Donc, الوحدة البنائية. Donc, قلنا بأن le muscle est formé par des fibres, les fibres par des myofibrilles, les myofibrilles sont formées par des sarcomères. Donc, c'est l'unité structurelle de la fibre musculaire. Alors, pour que le muscle se contracte, normalement la fibre doit se contracter, la myofibrille doit se contracter, le sarcomère doit se contracter. Donc, c'est pour cela qu'on dit que le sarcomère est l'unité fonctionnelle de la fibre musculaire. Donc, la définition qu'on donne au sarcomère, le sarcomère est l'unité structurelle et fonctionnelle de la fibre musculaire. Elle est délimitée par deux strizètes et formée par une bande sombre encadrée par deux demi-bandes claires. Maintenant, la question qui se pose. Alors, quelles sont les modifications du sarcomère lors de la contraction? Alors, si je vois, si vous aviez la bande, la zone A, la strizette et la strizette, regardez maintenant la strizette avec la strizette pour un sarcomère qui est contracté. Alors là, il y a rapprochement des deux strizettes. Et la longueur du sarcomère devient courte. La zone H, elle se rétrécit, les deux demi-bandes claires se rétrécissent, alors que la bande sombre, elle reste constante. Alors pour les myofilaments d'actine et de myosine, les myofilaments d'actine, leur longueur reste la même. Les filaments de myosine, leur longueur reste la même. Or, ce qui se passe, c'est que les myofilaments d'actine, elles glissent vers le centre du sarcomère, ce qui entraîne la diminution et la restriction de la zone H, qui devient courte. Et les deux demi-bandes claires deviennent courtes. D'accord? Et les deux strizettes se rapprochent et notre sarcomère se contracte. Donc, comme nous avons dit, qu'il y a les filaments d'actine se rapprochent entre elles et glissent vers le centre du sarcomère, c'est-à-dire vers la zone H qui devient de petite taille. Donc, ce qu'on doit retenir au cours de la contraction musculaire, on observe les changements suivants. Rapprochement des deux strizettes, entraînant le rapprochement du sarcomère, rétrécissement de la zone H qui peut même disparaître, rétrécissement des deux demi-bandes claires, constance de la bande sombre. Il faut faire attention. Toujours la bande sombre reste constante. La longueur des myofilaments d'actine et de myosine reste elle aussi constante. Il faut faire attention. Mais il y a seulement glissement des myofilaments fins. Ce sont les myofilaments fins qui glissent entre les myofilaments épais de myosine vers le centre du sarcomère, c'est-à-dire vers la zone H. Alors maintenant, pour comprendre le mécanisme de la contraction musculaire, c'est-à-dire on doit montrer comment les myofilaments d'actine vont glisser vers le centre du sarcomère. Donc si on essaie d'expliquer comment les filaments d'actine ont glissé vers le centre du sarcomère, on va expliquer comment le sarcomère se contracte et par suite comment la myofibrille se contracte et comment le muscle se contracte. Donc on va étudier maintenant l'ultrastructure des myofilaments de myosine et le myofilaments d'actine. Donc je commence par la structure et l'ultrastructure des myofilaments épais de myosine. Donc si je prends notre sarcomère, voici la strizette, ici c'est la strizette, maintenant le filament d'actine, et ici vous avez les filaments de myosine. Alors ces filaments de myosine, ils possèdent des têtes, ce qu'on appelle les têtes de myosine.
Alors, ces têtes de myosine, normalement, ils s'attachent avec les filaments d'actine. Donc, les têtes, ils ont un rôle très important. Ils s'attachent avec les filaments d'actine et ils pivotent. Donc, voilà. Regardez ce qu'il se passe. Donc, lorsque les têtes de myosine se fixent, sur l'actine, normalement, il y a un pivotement de ces têtes de myosine. Ils pivotent. Lorsque les têtes de myosine pivotent, les filaments d'actine glissent vers le centre du sarcomère, ce qui entraîne le raccourcissement de la zone H et le raccourcissement du sarcomère. Donc, les myofilaments épais de myosine qui se trouvent en bas s'attachent avec les filaments d'actine et il y a un pivotement. Donc, il y a un pivotement, ce qui entraîne toujours le glissement des filaments d'actine vers la zone H et par suite, notre sarcomère devient contracté. Donc, si je retourne vers les propriétés des filaments de myosine, donc ce sont des filaments qui sont épais et l'analyse de ces myofilaments montre qu'ils sont constitués uniquement par des molécules de myosine. Et chaque molécule de myosine est constituée d'une tige et deux têtes lobées. Voilà. Donc voici la tige, ou ce qu'on appelle la tête, la queue, et deux têtes qui sont lobées. Alors chaque tête possède un site pour fixer l'ATP, car c'est elle qui provient de l'énergie, une enzyme ATPase qui hydrolyse l'ATP et un site de fixation sur l'actine. Donc, trois propriétés on trouve dans les têtes de myosine. Il y a un site de fixation de l'ATP, enzyme ATPase qui hydrolyse l'ATP pour avoir l'énergie nécessaire au pivotement des têtes de myosine et un site pour se lier à l'actine. Maintenant, si je prends les myofilaments d'actine, donc il y a le myofilament fin constitué par trois éléments. Il y a l'actine, tropomyosine et la troponine. Donc le myofilament fin constitué par trois protéines majeures. Donc nous avons dit l'actine, tropomyosine et la troponine. Maintenant, quelles sont les propriétés de chaque molécule? Donc si je prends les molécules d'actine, ils possèdent des sites de fixation des têtes de myosine. Donc les têtes de myosine, lorsqu'ils viennent, elles se fixent sur ces sites qu'on trouve à l'intérieur des molécules d'actine. Mais ces sites, ils sont masqués par la molécule, ce qu'on appelle la tropomyosine. Donc le rôle de la tropomyosine, c'est une protéine sous forme de deux filaments, de deux chaînes. Elle masque les sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine. Donc elle empêche la fixation des têtes de myosine sur l'actine. Alors, donc, pour que les têtes de myosine se fixent sur l'actine, donc normalement, cette tropomyosine elle doit être déplacée. Donc, pour la déplacer, on a besoin du calcium. Normalement, le calcium il se fixe sur la molécule principale, c'est ce qu'on appelle la troponine. Une fois le calcium se fixe sur la troponine, il y a déplacement de la tropomyosine et les sites deviennent démasqués et par suite les têtes de myosine peuvent se fixer sur l'actine et formation de ce qu'on appelle le complexe actomyosine qui est très 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 important pour la contraction musculaire. Donc, si je prends le rôle de l'actine, sont des protéines globulaires en très grand nombre, d'où l'appellation des filaments fins par l'actine, car l'actine stocke plus que la troponine et tropomyosine. Ces protéines d'actine présentent des sites de fixation des têtes de myosine. La tropomyosine, c'est une protéine filamenteuse sous forme de deux chaînes. Elle masque les sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine, empêchant l'attachement des têtes de myosine avec l'actine. Maintenant, la troponine, c'est une protéine globulaire associée à la tropomyosine. Elle possède un site de fixation du calcium. Alors maintenant, on va voir le rôle du calcium dans la contraction musculaire. Alors, quel est son rôle? Donc, il permet la fixation des têtes de myosine sur l'actine et la formation du complexe actomyosine. Donc, une fois, donc voici les filaments fins. Alors, ici, vous avez la troponine. Elle possède un site pour fixer le calcium. Une fois le calcium se fixe, il y a déplacement de la tropomyosine et les sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine sont démasqués et par suite, les têtes de myosine peuvent se fixer sur l'actine. D'accord?
Donc, on a dit, une fois que le réticulum sarcoplasmique est excité, il libère le calcium dans le sarcoplasme. Puis le calcium se fixe sur la troponine, ce qui provoque le déplacement de la troponine et la tropomyosine et le démasquage des sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine, entraînant ainsi l'attachement des têtes de myosine avec l'actine et la formation du complexe actomyosine, ou ce qu'on appelle formation des ponts d'union entre les myofilaments de myosine et les myofilaments d'actine. Maintenant, le modèle de la contraction musculaire. Il y a deux modèles. Il y a l'ancien modèle et le nouveau modèle. Donc, on doit les savoir tous les deux, mais en majorité, on travaille avec le nouveau modèle. Alors maintenant, une fois le muscle est excité par la fibre nerveuse, l'influx nerveux passe à travers la membrane cytoplasmique, ce qu'on appelle le sarcolemme, vers les tubules transverses, qui va transmettre l'influx nerveux au réticulum sarcoplasmique qui va libérer le calcium. Une fois le calcium est libéré, les têtes de myosine se fixent sur l'actine et formation du complexe actomyosine, puis il y a hydrolyse de l'ATP et les têtes de myosine vont pivoter et le pivotement des têtes de myosine va entraîner le glissement des filaments d'actine vers le centre du sarcomère. Alors si on veut réaliser le relâchement, normalement les têtes de myosine doivent se détacher de l'actine. Alors pour que les têtes de myosine se détachent de l'actine, on doit fixer une nouvelle molécule d'ATP sur les têtes de myosine. Une fois l'ATP se fixe, il y a détachement et les filaments d'actine retournent à leur position initiale. Mais pour obtenir un relâchement total, normalement, le calcium il doit retourner vers le réticulum sarcoplasmique pour masquer les sites. S'il reste, la contraction va reprendre une autre fois. Donc si je prends un modèle explicatif, voilà, moléculaire, vous avez ici les myofilaments d'actine et ici vous avez la molécule de myosine qui possède un site pour fixer l'ATP. Alors, une fois le calcium est libéré, les têtes de myosine se fixent sur l'actine et formation du complexe actomyosine. Dans ce cas-là, il y a hydrolyse de l'ATP et libération de l'ATP plus PI. Et l'énergie qu'on obtient, elle est utilisée pour le pivotement des têtes de myosine. Et si les têtes de myosine pivotent, notre filament d'actine va glisser vers la zone H. Et on dit que le muscle se contracte. À ce moment-là, il y a conversion de l'énergie chimique qui se trouve au niveau de l'ATP en énergie mécanique. Donc, il y a un pivotement des têtes de myosine. Donc, il y a un mouvement. Maintenant, pour retourner à l'état initial, pour le relâchement, on doit fixer une nouvelle molécule ATP sur les têtes de myosine. Une fois l'ATP se fixe sur les têtes de myosine, il y a séparation, d'accord, des molécules de myosine de l'actine et avec retour du calcium vers le réticulum sarcoplasmique, ça va entraîner le relâchement de la fibre musculaire. Maintenant, le nouveau modèle. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On dit qu'une fois la molécule d'ATP se fixe sur les têtes de myosine, normalement, il y a hydrolyse de l'ATP. Donc, c'est-à-dire que l'hydrolyse de l'ATP s'effectue avant la formation du complexe actomyosine. Donc, une fois la molécule d'ATP se fixe sur les têtes de myosine, ces têtes de myosine vont hydrolyser l'ATP et on dit qu'il y a activation des têtes de myosine. C'est-à-dire qu'une fois l'ATP est hydrolysé, l'énergie qu'on obtient à travers laquelle il y a redressement des têtes de myosine qui devient perpendiculaire à l'axe de l'actine. Donc, et cette tête devient activée. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On attend seulement l'arrivée du calcium après excitation. Donc, une fois le calcium est là, il se fixe sur la troponine, déplacement de la troponine, tropomyosine, et les sites deviennent démasqués et les têtes de myosine peuvent se fixer sur l'actine et formation du complexe actomyosine. Dans ce cas-là, il y a pivotement des têtes de myosine et glissement du filament d'actine vers la zone H, c'est-à-dire il y a contraction du sarcomère. Donc, à ce moment-là, on dit que les têtes de myosine sont désactivées, c'est-à-dire ils ont utilisé l'énergie qui a été stockée avant lorsqu'il y a hydrolyse de l'ATP. Donc, dans ce cas-là, les têtes deviennent désactivées et on attend la fixation d'une nouvelle molécule d'ATP sur les têtes de myosine pour qu'elle soit hydrolysée
et il y a une activation des têtes de musine à nouveau. Donc, ce qui est nouveau, il y a l'hydrolyse de l'ATP qui s'effectue avant la formation du complexe actin-myosine et il y a la notion d'activation et la notion de désactivation des têtes de myosine. Donc, en conclusion générale, pour la différence entre l'ancien modèle et le nouveau modèle, pour l'ancien modèle, nous avons l'hydrolyse d'ATP s'effectue après la formation du complexe actin-myosine, alors que dans le nouveau modèle, il y a l'hydrolyse d'ATP avant la formation du complexe actin-myosine avec activation des têtes de myosine. Donc, j'espère bien que vous avez bien compris le mécanisme de la contraction musculaire. Normalement, on a dit que pour le relâchement, il doit y avoir deux éléments majeurs. Donc, la fixation d'une molécule d'ATP et le retour du calcium vers le réticulum sarcoplasmique. D'accord? Mais en cas où, si le calcium ne retourne pas à au réticulum sarcoplasmique, un nouveau cycle peut reprendre et la contraction continue. C'est-à-dire que c'est dans le cas du tétanos parfait. Alors, autant que le calcium se trouve toujours dans le sarcoplasme, il y a toujours contraction. D'accord? Maintenant, il y a un autre cas qu'on doit parler, c'est la rigidité, cas de rigidité cadavérique. C'est quoi ce phénomène de rigidité cadavérique? Alors, c'est le cas où, après la mort subite, d'accord, le calcium, il n'y a plus d'ATP, d'accord? Il n'y a plus d'ATP et les têtes de myosine restent fixées au filament d'actine. Et dans ce cas-là, le muscle reste en état de contraction et le muscle devient rigide, c'est-à-dire après la mort, le muscle ne se relâche pas et reste en état de contraction, c'est-à-dire les têtes de myosine restent attachées à l'actine car la personne est morte et il n'y a plus d'ATP pour que le muscle se relâche à nouveau. D'accord? Je vous remercie et à la prochaine vidéo dans laquelle on va voir quels sont les phénomènes majeurs qui vont accompagner la contraction musculaire. On va voir les phénomènes énergétiques, les phénomènes thermiques et les phénomènes chimiques. Je vous remercie et à la prochaine.